Bonjour, nous allons entrer davantage dans le cœur du sujet aujourd'hui en liant l'analyse des rhétoriques et l'étude des migrations. Mais je vais au préalable vous donner 2 ou 3 indications bibliographiques que je vais utiliser, même si elles ne portent pas beaucoup directement sur les migrations, mais on va pouvoir les utiliser. Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi, c'est Marc Angenot, Dialogue de sourds, traité de rhétorique antilogique, paru donc aux éditions de Mille et une nuits en 2008. C'est un livre assez épais. Angenot a une œuvre très prolifique, mais on peut dire que ce livre est, de tous ses ouvrages, le plus synthétique, celui qui ramasse l'essentiel des travaux qu'il a menés pendant des décennies. Il a aussi un blog tout à fait intéressant, et c'est quelqu'un qui, de longue date, depuis les années 80, a systématiquement analysé tous les argumentaires des polémiques politiques, religieuses, philosophiques pendant 2 siècles, les polémiques des libéraux contre les socialistes, des socialistes contre les communistes, des gauchistes entre eux, etc. etc. Enfin, et il montre aussi que les arguments, finalement, tendent à se répéter de décennie en décennie. Alors, le titre du livre est assez pessimiste parce qu'au fond, comme il le dit en 4e de couverture, qui a jamais persuadé son prochain à force d'arguments? L'idée, c'est que, comme l'avaient dit déjà les sophistes, toute conviction à son contraire et s'oppose inlassablement. Elle s'oppose inlassablement sans conclusion. Je trouve ça très, très pessimiste parce que j'ai quand même moi-même expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie, et je pense vous l'avoir déjà dit, que oui, il m'est arrivé de me laisser convaincre par les arguments d'autrui. Voilà, un conjoint peut vous convaincre, des enfants peuvent même vous convaincre, des collègues, des lectures, enfin bon, tout dépend de la qualité du raisonnement. Donc, enfin, c'est le côté un peu, je dirais, anard de Marc Angenot qui s'exprime là-dedans, mais qui n'empêche pas que son livre est un véritable traité, magnifiquement écrit, c'est extrêmement lisible, c'est très agréable à lire, c'est très enlevé. C'est vraiment un modèle de ce point de vue-là, et il a une culture absolument faramineuse. Alors, dans un autre registre, mais également tout aussi essentiel, il y a l'œuvre de Ruth Amossi, qui est une franco-israélienne, qui est maintenant émérite. Et on lui doit un manuel, l'argumentation dans le discours, dont la 4e édition vient de paraître. Ce manuel n'a cessé de se gonfler, de s'améliorer au fil des années. Et c'est vraiment une très belle référence. Enfin, là aussi, ce sont des analyses très fines. Alors, contrairement à ce que fait Marc Angenot, qui n'est pas vraiment dans la linguistique ou dans l'analyse littéraire, Ruth Amossi, elle, est très attentive aux marqueurs linguistiques, au langage, et elle a créé une école, l'argumentation dans le discours, qui consiste à remettre l'argumentation dans tout le contexte social du discours, y compris les conversations les plus ordinaires. Elle analyse par exemple le fonctionnement des conversations sur les forums de discussion en ligne. Et dans ce livre, elle s'attache notamment, ce sont les 2 exemples qu'elle analyse en profondeur, mais il y a d'autres... voilà, enfin, il y a beaucoup d'exemples. Alors, j'ai mis en exergue un livre très intéressant, Apologie de la polémique, où avec une volonté de compréhension poussée au maximum, dont elle reconnaît elle-même le caractère un peu audacieux, elle explique que finalement le dissensus, le conflit, même pratiqué avec toute la violence du langage qu'on connaît aujourd'hui,
revient quand même à mettre ensemble, à créer une coexistence. Par exemple, dans les blogs, dans les forums de discussion, des gens qui, au fond, n'auraient jamais eu l'occasion d'affronter des adversaires dans les situations courantes, parce que dans la vie courante, toutes les discussions sont très disjointes, sont très parallèles, eh bien, au fond, trouvent, à la faveur de l'anonymat, la possibilité de discuter avec des gens qui sont d'un avis totalement contraire. Ça donne des affrontements absolument épouvantables, mais Ruth Amosi veut absolument défendre l'idée, et elle ne manque pas d'arguments, comme quoi c'est tout de même finalement favorable à la vie sociale. Et au fond, le dissensus, il y a une coexistence dans le dissensus. C'est une idée qui est assez ancienne, et il y a un grand classique qu'elle cite, elle commence son ouvrage par le citer, Louis Causer, c'est The Functions of Social Conflict, les fonctions du conflit social, qui date de 1956 et qui est un des premiers, un des rares écrits sociologiques à expliquer que le conflit, la polémique, l'héristique n'est pas nécessairement une dissociation, une disruption de la société. Et puis, dans un autre genre, plus technique, il y a une somme qui est parue il n'y a pas très longtemps, la somme de Christian Plantin, un grand spécialiste de l'analyse du discours et de l'argumentation. C'est son dictionnaire de l'argumentation, très très bien édité. Alors vous ne trouverez pas d'entrée sur les auteurs, il n'y a pas d'article sur Perelman ou sur Aristote, etc. C'est centré essentiellement sur les arguments et la logique naturelle, la logique pratique, etc. Et c'est vraiment nourri d'exemples. C'est un très bel ouvrage, c'est une somme qui est extrêmement intéressante à consulter si on veut approfondir toutes les acquis de cette discipline. Bon, mais je vais commencer par un autre ouvrage qui est un grand classique, lui aussi, qui est un ouvrage de Albert Hirschman. Le O, c'est Otto, il est originaire d'Allemagne, et il fait partie de ces Allemands qui sont passés en France à partir de 1933, puis qui ensuite sont allés aux États-Unis. Je l'ai un peu connu, je l'ai un peu fréquenté. Il était totalement trilingue, allemand, français, anglais, avec une culture dans les trois aires culturelles, là aussi très très impressionnante. Il était économiste du développement à l'origine, mais on lui doit toute une série d'essais fameux, Les passions et les intérêts, Exit, Voice et Loyalty, qui est un très grand classique. Mais il y a aussi cet ouvrage, 2 siècles de rhétorique réactionnaire, c'est le titre français. Vous voyez que le livre français a été traduit l'année même de la parution, The Rhetoric of Reaction, Perversity, Futility, Jeopardy. Alors on va expliquer successivement ces 3 types d'arguments qui ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont tous les 3 des arguments ad hominem. Ad hominem ne signifie pas qu'on attaque la personne d'un individu, ça n'est pas le sens normal de ad hominem, même s'il est souvent pris dans ce sens-là. Ad hominem signifie qu'on s'appuie sur l'argumentation de l'adversaire pour la retourner. On lui concède un point de départ, des prémices qui sont les siennes, et dans l'idée de pouvoir retourner contre lui sa propre argumentation. Et l'argument de l'effet pervers, l'argument de la vanité et l'argument de la mise en péril, ces 3 arguments, au fond, ont ceci en commun. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argument de l'effet pervers ? Eh bien, il est condensé dans quelques formules bien connues, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, que le remède peut être pire que le mal. On croit sincèrement faire le bien, on veut améliorer la société, mais le remède va finalement dégrader la situation au lieu de l'améliorer. Et cet argument, ici au fond le ressort du livre de Hirschman, l'argument a été très utilisé aux États-Unis dans les années 80, sous l'ère Reagan, pour dénoncer la protection sociale, les effets pervers de la protection sociale, les effets pervers de l'État-providence, et notamment les programmes d'assistance qui visent l'immigration.
Toutes ces mesures sont soupçonnées d'aggraver la pauvreté, et en fait, Hirschman, tout entier, enfin le livre tout entier d'Hirschman est orienté vers cet objectif, faire en sorte que toutes ces objections contre les réformes sociales, et c'est pour ça qu'elles sont très réactionnaires, toutes les trois arguments qu'on va voir favorisent le statu quo, eh bien essayer d'identifier ces arguments et d'expliquer pourquoi on peut quand même prétendre réformer une société malgré ces arguments. Alors, Marc Angenot, dans son livre, commente très en détail le livre de Hirschman, c'est un commentaire intéressant, et il explique que cet argument est en fait dévastateur, il joue un très grand rôle dans les polémiques, car il montre que l'adversaire est aveugle à sa propre logique, et que donc, d'une certaine manière, il ne maîtrise pas son propre raisonnement, il n'en maîtrise pas, il maîtrise les tenants de son raisonnement, mais pas les aboutissements. Et là, évidemment, quand vous démontrez que l'adversaire n'est pas capable de suivre sa propre logique, d'en mesurer les effets et les conséquences, vous marquez des points. C'est vraiment très puissant. On observe que l'argument de l'effet pervers, alors ça c'est un ajout personnel, il est condensé dans certaines formules, comme la bien-pensance, la belle âme. Quand vous dénoncez la bien-pensance, et c'est un exercice qui se retrouve absolument dans les quantités d'éditoriaux en ce moment, quand vous dénoncez la bien-pensance, en fait, vous activez l'argument de l'effet pervers, vous expliquez que implicitement, les bien-pensants sont des gens qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui ne mesurent pas les conséquences négatives de leurs bonnes intentions. Et cette expression a toute une histoire qui serait assez intéressante. Je ne sais pas si elle a été décrite, s'il y a une... Je n'ai pas vu de thèse qui suivrait cette idée de part en part, mais enfin, c'est une idée qui au départ est assez... se situe dans le domaine de la morale et de l'esthétique. Elle naît en Allemagne, elle est très influencée par Rousseau. On la trouve dans des œuvres comme celle de Wieland, de Schiller, et puis c'est Hegel qui, dans la phénoménologie de l'esprit, c'est un des grands ouvrages de la philosophie occidentale, 1807, la même année que la 5e symphonie de Beethoven. Et donc Hegel, le premier, dit mais la belle âme, en l'occurrence incarnée par le Christ, c'est une âme qui ne tient pas compte des réalités. C'est la Wirklichkeitslosigkeit, c'est l'absence de contact avec la réalité qui caractérise les belles âmes, die schöne Seele. Donc il y a des locutions très puissantes, constamment utilisées, dont on ne mesure pas très bien la source de leur force, mais qui en fait consistent à puiser dans l'idée de l'argument pervers. Et c'est très, très utilisé, évidemment, dans tous les débats sur l'immigration, puisque les personnes qui veulent soutenir les migrants ou favoriser l'immigration, d'ailleurs, sont systématiquement accusées d'être des belles âmes indifférentes aux conséquences négatives que ça pourrait avoir dans la réalité. Les deux figures, là, sur la couverture, c'est un extrait de la couverture de l'édition originale du livre, ce sont des théologiens qui discutent, et ça figure dans la statuaire de la cathédrale de Marbourg. Bon, donc, on a vu il y a 2 jours l'usage de cet argument. Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, a commenté les noyades de 31 migrants qui ont essayé de franchir la Manche il y a 2 jours. Et vous avez vu que le gouvernement a essentiellement utilisé comme argument, accusé les passeurs. Ce sont les passeurs qui sont responsables, qui sont des criminels, etc. À mon avis, la causalité de ces phénomènes est évidemment beaucoup plus complexe, puisque s'en prendre uniquement aux passeurs, faire des passeurs la cause de toute cette affaire, c'est évidemment prendre un peu l'effet pour la cause. Enfin, c'est ériger une conséquence en cause, en facteur principal, alors qu'on sait que l'absence de voie légale pour présenter une demande d'asile, eh bien, fait que les gens sont obligés de recourir
à des procédés extrêmement risqués pour franchir la frontière, la fermeture de la frontière de plus en plus hermétique, eh bien, aboutit évidemment à développer le marché du passage. Et plus la frontière est fermée, plus le marché du passage se développe et plus les passeurs s'enrichissent. Donc, faire du marché du passage la cause du drame d'il y a 2 jours, c'est quand même sélectionner un facteur dans une constellation de causalité qui est évidemment beaucoup plus complexe. Il y a aussi le fait, on en parlera tout à l'heure, que la politique de dissuasion consistant à rendre la vie impossible aux candidats au passage jusqu'à les priver de dignité, eh bien, ça ne marche pas, puisque les gens continuent d'arriver. Donc, il y a une démonstration par la pratique, une démonstration dans les faits que l'appel d'air, on y reviendra, même si on essaie de le contrer par des mesures très fortement dissuasives, eh bien, ne se tarit pas. Enfin, c'est le problème. En tout cas, l'argument de l'effet pervers est là très fortement sollicité en ce moment. Les 2 autres arguments, c'est futility et jeopardy. Futility, c'est l'idée que les réformes sont vaines. Elles ne vont pas provoquer des conséquences négatives ou positives, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tout simplement, elles ne changeront rien. C'est à quoi bon changer les choses. Et Hirschman fait référence à Robert Michels, Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto, qui sont les grands auteurs de sciences politiques qui ont contribué à ériger la loi d'airain de l'oligarchie, consistant à dire que même dans les démocraties, pas seulement dans les aristocraties ou dans les régimes oligarchiques, mais même dans les démocraties, il y a de toute façon une loi d'airain, une loi naturelle, qui est que le pouvoir va être accaparé par une minorité. Et cette minorité va mettre la main sur les partis. Et donc, du coup, c'est une critique de la démocratie, parce qu'en fait, ça consiste à dire que à quoi bon développer des instances démocratiques? De toute façon, le pouvoir sera dans les mains d'une minorité, c'est une loi naturelle. Et l'argument de la futilité, en général, s'appuie sur de prétendues lois naturelles. Une autre loi naturelle qui est visée par Hirschman, c'est la loi de Pareto, qui est une loi naturelle de distribution des richesses. C'est l'idée que l'inégalité est naturelle dans les sociétés. Et chaque fois qu'on observe la distribution des revenus, il y a 20% des gens qui ont 80% des richesses. Enfin, ce genre de répartition-là, c'est dans l'ordre des choses. Alors Thomas Piketty a lutté contre cet argument en expliquant qu'en réalité, les auteurs qui avaient, notamment, et à commencer par Pareto lui-même, qui avait défini cette loi, disposaient d'informations beaucoup trop partielles et beaucoup trop restreintes dans le temps pour pouvoir transformer les régularités qu'ils avaient observées en loi. Et en réalité, quand on étend les données à 2 siècles ou 3 siècles, ce que fait Piketty, c'est le travail fabuleux qu'il a accompli avec son équipe, et qu'on fait des comparaisons internationales qui couvrent tous les continents, on s'aperçoit qu'une telle loi n'est absolument pas vérifiée empiriquement. Mais l'idée que ce ne sont pas les réformes qui vont agir, ce sont des lois naturelles qui vont agir à notre place, que donc il est vain de les modifier. Voilà l'argument de la futility. On en a alors un autre exemple fameux que commente assez longuement Hirschman, c'est la fameuse œuvre d'Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, dont la thèse est assez paradoxale et qui consiste à dire que finalement la Révolution française n'a pas changé grand-chose. Elle n'a pas changé grand-chose parce qu'en réalité, l'œuvre de centralisation, d'unification de l'État était déjà bien en marche sous l'Ancien Régime. Tocqueville le documente avec des archives nationales et locales. Et au fond, la Révolution, ça a été une agitation un peu théâtrale dont on aurait pu se passer avec tous ses malheurs, toutes ses conséquences. Et évidemment, c'est une critique ravageuse de la Révolution, puisqu'elle consiste à dire qu'on aurait pu s'en passer. Il y a aussi l'argument contrefactuel qui intervient dans cette démonstration. Donc,
voilà, la révolution était quelque chose d'assez vain par rapport à ces objectifs. On allait vers la centralisation, on allait vers l'égalisation, de toute façon, sous l'Ancien Régime. Mais j'observe que, par exemple, on a un argument typique de futility dans le domaine des migrations, qui était très porté par le courant transnational ou transwestphalien, consistant à dire, avant la crise migratoire de 2015, qui est un peu démentie par les faits, toute cette vision des choses, consistant à dire, mais écoutez, les migrants de toute façon franchissent les frontières, les États sont impuissants à contrôler un mouvement mondial qui ne fait que se développer de mobilité, et donc du coup, fermer les frontières est vain, puisque de toute façon, ils se déplaceront. Il y a tout à fait une composante de futility dans cet argument. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe parce que, comme l'avait montré Aristide Zolberg, un auteur américain des années 80-90, même à l'époque où il n'y avait pas de quota aux États-Unis pour contrôler l'immigration, il y avait déjà toute une série de mesures filtrantes qui, en fait, affirmaient le contrôle de l'État sur l'immigration. Évidemment, ce qu'on a observé depuis 2014-2015, c'est des capacités très très variables d'un État à l'autre de contrôler les flux migratoires, mais enfin, en gros, comme je l'ai déjà montré X fois, je ne répète pas la démonstration, le nombre de demandes d'asile qui a été enregistré, le nombre de décisions positives de protection qui a été accordé varie de 1 à 700 entre les différents pays européens, ce qui montre que les politiques, évidemment, des États comptent et que les États n'agissent pas en vain. Voilà, on peut le regretter. Ce n'est pas le problème. L'idée ici, c'est de pouvoir identifier le type d'argument qui est utilisé et, dans un second temps, le confronter à ce que l'on sait de la réalité. Alors, jeopardy. Jeopardy, c'est un mot étrange. Il vient du vieux français « jeu parti ». Et le jeu parti, c'est un jeu partitionné, c'est un jeu divisé, où ce que l'un gagne est perdu par l'autre. Jeu parti, c'est aussi le nom qu'on donnait à des joutes poétiques des troubadours qui alternaient des arguments dans des poèmes sur la beauté des femmes, etc. Enfin, et ça a pris le sens d'un jeu risqué. Et du coup, jeopardy a fini par signifier en anglais, en anglo-normand, mise en péril. Le fait de mise en péril. Et là, l'idée, c'est que les réformes mettent en péril ce que nous avons déjà. Elles mettent en péril nos acquis. Elles mettent en péril nos libertés. Voilà. Et le précédent, créer un précédent, c'est dangereux. Il y a l'idée que c'est aussi la formule. On sait ce qu'on a, mais si on réforme, on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est une formule populaire qui est très, très répandue et qui est évidemment une formule puissante en faveur du statu quo et contre les réformes. Bon, les syndicats utilisent beaucoup ce genre de formule, par exemple. Vous voyez que tous ces arguments ne sont pas nécessairement réactionnaires au sens où ils se situeraient à droite ou à l'extrême droite. Et Hirschman insiste beaucoup là-dessus. Il explique qu'en réalité, réactionnaire, c'est en réaction à. C'est un peu au sens étymologique qu'il utilise le mot réaction dans le titre de son ouvrage. Et on a là encore des expressions populaires, des adages qui ont cette puissance extraordinaire, n'est-ce pas, de pouvoir cristalliser ces arguments et que l'on peut comme ça utiliser. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est quand même un argument de prudence très fort. Et Angenot, dans ses nombreuses analyses des polémiques du XIXe siècle, s'est intéressé par exemple à toute la rhétorique gauchiste, très réformatrice, n'est-ce pas, mais qui était contre la démocratie, qui trouvait que la démocratie était dangereuse parce qu'elle donnait la parole à tout le monde, y compris à la masse paysanne du pays. Et évidemment, ce qui s'était passé avec les plébiscites de Napoléon III tendait à renforcer cette idée. Et donc, il y a des critiques de la démocratie qui sont extrêmement fortes à gauche, qui étaient très très fortes à gauche pendant tout le XIXe siècle. Mais des critiques à droite aussi. Un exemple fameux, c'est cet auteur autrichien passé en Angleterre, Friedrich Hayek,
qui, en 1944, tout jeune, écrit The Road to Serfdom, la route vers la servitude, et qui explique que dès qu'on s'éloigne d'un régime de pleine liberté, dès qu'on commence à avoir un petit peu de planification étatique, un petit peu de protection sociale, ça y est, c'est liberticide et c'est la fin de nos libertés. Donc il y a un côté argument de la pente glissante dans cette histoire, mais il y a aussi l'idée que, voilà, nous sommes, gardons l'état de choses tel qu'il est actuellement et n'essayons pas de construire des institutions qui risqueraient de limiter nos libertés. Et Hayek, au début, l'ouvrage d'Hayek n'a pas eu une très grande influence, mais plus tardivement, notamment sous l'ère Reagan et sous l'ère Thatcher, il a connu un formidable regain de succès lié à cette critique de la protection sociale, de l'État-providence, etc., comme menace pour les libertés. Alors, Hirschman ne fait pas de l'argument de la pente glissante un argument à part dans sa typologie. Il considère, et il est critiqué pour cela par Ongenot, il considère que l'argument de la pente glissante est un sous-ensemble de l'argument de la Jeopardy. Jeopardy, c'était le nom d'un jeu télévisé dans les années 80 sur TF1, qui avait été emprunté à un nom à une émission américaine, mais je pense que les Français ne comprenaient pas très bien ce que ça voulait dire. Alors, il y a là-dedans, et c'est de très belles pages du livre de Hirschman, il y a l'argument de la pente glissante. Vous commencez par A, mais A va entraîner B, qui va entraîner C, qui va entraîner D, et puis à la fin, vous avez le contraire de ce que vous vouliez, et vous avez, c'est à la fois l'effet pervers et le fait que la transformation, à terme, va aboutir à quelque chose de négatif qu'on ne souhaitait pas, que l'adversaire lui-même ne souhaitait pas. C'est en cela que c'est ad hominem. Il y a aussi le jugement de folie, c'est absurde, c'est inepte de vouloir changer les choses, puisqu'on ne sait pas quel va être le résultat, donc la sagesse, la raison impose de s'en tenir à l'acquis, voilà, à ce que nous détenons. Et puis il y a aussi il y a des pages très intéressantes sur la théorie du bien limité, limited good. Il y a un anthropologue, un certain Foster, dans les années 60, avait fait des investigations au Mexique, et il expliquait qu'une théorie très populaire, répandue dans la paysannerie mexicaine, c'est que le bien est limité. Tout le monde ne peut pas tout avoir. Et donc, alors, du coup, c'est un argument pour égaliser un peu les chances, les conditions, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. On peut pas, et l'équivalent au jour actuel, et j'y reviendrai, en fait, je l'ai écrit là, c'est Milton Friedman, en 1999, qui dit qu'on ne peut pas avoir à la fois une politique accueillante pour l'immigration et une politique de protection sociale. C'est incompatible, et pour lui, ça allait de soi. It is just obvious, c'est absolument évident, il va de soi que vous ne pouvez pas avoir une immigration libre et un État-providence. Il y a un article très intéressant qui est paru récemment dans la revue de l'OFCE, écrit par Michel Forcé et Parodi, je ne sais plus quel est son prénom, qui regarde dans les sondages d'opinion publique dans quelle mesure les Français adhèrent à cette idée. L'idée de l'incompatibilité entre la migration et la protection sociale est extrêmement répandue en Angleterre, c'est une des idées forces du débat public. Elle l'est beaucoup moins chez nous. Elle existe, vous le savez bien, mais enfin, elle n'a pas la même puissance dans le débat public. Alors, il y a des illustrations, j'ai été anthropologue moi-même, la théorie du bien limité, ça se voit, par exemple, dans les Andes, on ne peut pas prélever du sang parce que le sang existe en quantité limitée. Donc, si vous prélevez du sang, eh bien, c'est perdu à jamais. Vous voyez, l'idée qu'il puisse y avoir une dynamique de renouvellement n'existe pas dans certaines sociétés. À Naples, au XIXe siècle, il y avait l'idée que lorsqu'on souhaitait la bonne année à quelqu'un au mois de janvier, il fallait secrètement la souhaiter mauvaise à quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde ne peut pas tout avoir. Le bonheur existe en quantité fixe. C'est l'idée du gâteau de taille fixe.
cette idée contre laquelle Jean Tirole lutte, enfin, en expliquant que cette idée a toutes sortes d'avatars. Hein, l'idée qu'il faudrait, par exemple, rétablir le service militaire pour faire baisser le taux de chômage des jeunes, ou l'idée que les immigrés prennent du travail aux natifs, hein, qui est une idée évidemment très répandue, etc. etc. Bon, alors, c'est une idée que vous n'accepterez peut-être pas nécessairement, mais enfin, il range dans cette catégorie l'idée qu'il faut réduire le temps de travail pour qu'il soit mieux partagé. Bon. Dans une vision d'économiste dynamique, le gâteau n'est pas à taille fixe, et c'est évidemment les interactions, la productivité, etc., qui vont faire que le gâteau va croître. Bon, si vous êtes évidemment partisan de la décroissance, vous ne serez pas nécessairement convaincu par ce genre d'argument. En tout cas, il est clair, et Hirschman explique que cet argument de la jeopardy, il est très puissant, il est peut-être encore plus puissant que les deux autres, dit-il, parce qu'il s'appuie sur des évidences populaires, sur des archétypes, dit-il, c'est l'expression qu'il emploie, et l'archétype du bien limité en fait partie. Hein, c'est tout à fait net. Voilà. Donc vous penserez au Nouvel An qui se rapproche à l'application ou non de la formule « Est-ce qu'on peut souhaiter la bonne année à tout le monde sans contradiction ?» Alors, essayons d'explorer maintenant de façon un peu plus précise l'argument de la pente glissante, slippery slope, et tout à fait au bas de ma diapositive, je renvoie aux ouvrages de Douglas Walton, Slippery Slope Argument. Alors, Walton, c'est un auteur absolument incroyable. C'est quelqu'un qui, depuis les années 80, publie volume sur volume. Sa bibliographie doit compter 50 ouvrages ou 60 ouvrages. Ils sont très peu lus, très peu parce qu'ils sont très chers, ils sont rares. La plupart de ces ouvrages coûtent 150 € quand on essaie de se les procurer. Je n'en ai lu que quelques-uns, je l'avoue, mais il est un des premiers à avoir systématiquement étudié un à un tous les types d'arguments. Donc, il y a par exemple l'appel à la peur, hein, scare tactics, argument that appeal to fear and threats, qui on appelle à la peur et aux menaces. Il a écrit un livre sur l'effet pervers, un livre sur l'argumentation ad baculum, c'est-à-dire la menace, celle qui manie le bâton, n'est-ce pas, etc., etc. Ce sont des ouvrages extraordinairement précis et documentés et nourris d'exemples. Et en particulier, ce que fait Walton, ce n'est pas de condamner systématiquement l'usage de tous ces arguments, c'est de préciser les conditions dans lesquelles ils peuvent être valides, car il y a des occasions où ces arguments peuvent être valides. L'argument de la peur, agiter une menace, etc., ça peut être valide à certaines conditions, et Walton explique de façon étonnante parfois comment, selon lui, il y a plusieurs critères qui permettent de dire si oui ou non tel argument qui en appelle aux émotions. Il est un des premiers à avoir expliqué que l'appel aux émotions a quelque chose de rationnel, qu'il n'y a pas une stricte séparation entre l'appel à l'émotion et l'appel à la raison, qu'en réalité, ces choses-là sont beaucoup plus imbriquées qu'on ne le croit. Donc, c'est un auteur auquel j'aurais pu consacrer à lui seul 2 ou 3 diapositives, mais il faut aller à l'essentiel. Alors, l'argument de la pente savonneuse, encore appelé la pente fatale, dans l'analyse rhétorique, il a une appellation un peu mystérieuse, c'est l'argument de direction. C'est-à-dire que c'est un argument qui dit écoutez, si vous faites les choses comme vous souhaitez, ça va inévitablement aller dans telle direction. Et c'est une direction qui n'est pas nécessairement mauvaise, ça c'est l'argument de l'effet pervers, c'est une direction unintended, qui n'est pas nécessairement voulue ou prévisible, sauf qu'on peut toujours, à un certain moment, soupçonner quelqu'un d'avoir des intentions malignes, de dissimuler un agenda, comme on dit, d'avoir un agenda caché, et il n'est pas aveugle, il n'est pas irresponsable, il a peut-être une intention manipulatoire. Et là, c'est le grand art des syndicats, par exemple, de soupçonner chez les dirigeants d'institutions des agendas cachés, et telle mesure est peut-être le prélude à
quelque chose qui, à la fin, va mettre à mort la fonction publique, par exemple, ou des choses de ce genre. Donc je donne des exemples d'applications. Est-ce que la PMA, ça ne va pas finalement nous conduire à la GPA? Est-ce que si vous légalisez de drogues douces, ça ne va pas aboutir à la légalisation des drogues dures? On légalise le cannabis, mais est-ce qu'ensuite on ne va pas légaliser je ne sais quoi, le crack, finalement, à la fin, ou bon. Il y a aussi, c'est toujours ce même argument de la pente glissante, l'idée que si on commence à reconnaître des orientations sexuelles autres que les orientations sexuelles duelles habituelles, eh bien, toute cette zone grise qu'on est en train d'installer à la limite des deux sexes va brouiller complètement la dichotomie des genres. Et c'est la peur, la panique que provoque la dite théorie des genres. C'est vraiment un argument de la pente glissante. Mais il y a aussi l'idée que si on commence à s'intéresser trop près aux discriminations raciales, on va racialiser la société, on va détruire la République. Voilà, si on individualise les rémunérations, c'est la porte ouverte à la privatisation de la fonction publique, etc. etc. Enfin, nous sommes environnés d'arguments de la pente glissante parce que nous essayons de prévoir les conséquences des différentes mesures ou des différentes pratiques. Voilà. Donc, le problème, c'est que c'est un raisonnement probabiliste. Il y a une catastrophe qui est probable, mais d'une certaine manière, elle est probable, mais en même temps, elle est certaine. Alors, c'est évidemment pas très logique, donc on peut parler d'un sophisme, parce que le problème, c'est que le pire n'est pas sûr. Alors, Hirschman évoque cette chose-là, il dit en fait, il faut observer, il faut voir, il faut mesurer les effets, il faut y aller progressivement, il faut comparer, etc. Mais l'idée que la catastrophe est sûre, évidemment, en elle-même, n'est pas rationnelle et il y a quelque chose de sophistique là-dedans. Voilà un peu le. Alors continuons. Ce qui rend l'argument de la pente glissante, là encore, très puissant, c'est qu'il se nourrit de métaphores très répandues. On est là dans le domaine de la doxa, des endoxa, des évidences partagées, dont Aristote avait parlé, vous en souvenez. Donc, du coup, il y a toute une série d'expressions populaires qui sont extrêmement utilisées. L'argument du petit doigt dans l'engrenage, on met le doigt, mais enfin la main il va y passer, puis après ce sera tout le bras. Donc, il vaut mieux ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Il y a le pied dans la porte, c'est la porte ouverte A, et il y a des techniques de manipulation en marketing qui utilisent évidemment ces choses-là en disant si on met le pied dans la porte, c'est le nom qu'on donne à une technique de persuasion. Si on met le pied dans la porte, eh bien, madame va finir quand même par vous ouvrir et finira par être convaincue et acheter le produit dont elle n'avait absolument pas besoin. Il y a la jolie métaphore du détricotage. Vous êtes protégé, et puis finalement, tout ça se détricote, et à la fin, vous vous retrouvez nu comme Job. Bon, c'est encore un autre argument. Les Allemands appellent l'argument de la pente glissante, ils l'appellent Dammbruch-Argument, l'argument du barrage, l'argument de la digue. C'est l'idée que... Voilà, il y a des mythes comme ça qui existent dans les Pays-Bas, le petit enfant qui va sauver tout le village parce qu'il réussit à mettre le doigt sur la fissure dans la digue et pendant toute la nuit gelée, etc., il maintient quand même le doigt sur la fissure et c'est ça qui sauve le village, il a réussi. Voilà. Alors il y a des métaphores comme ça chez Aristote, dans sa politique, dans la politique d'Aristote, il y a l'idée de la corruption. Un régime se corrompt et il y a une analogie que fait Aristote entre les petites fissures qui commencent à apparaître dans un édifice démocratique, aristocratique, etc. Et il faut être attentif aux moindres dérives pour ne pas se laisser surprendre par l'ampleur du changement qui commence de cette façon. Voilà. Et puis la spirale, évidemment, est une autre image. Donc vous voyez, toutes ces images sont très fortes, nous les utilisons tout le temps. Et elles permettent enfin de fonder, en tout cas d'étayer des arguments qui finalement sont des arguments très conservateurs. L'idée qu'il ne faut rien changer, puisque sinon on risque de courir à
de proche en proche à la catastrophe. Alors tout ceci communique avec toute une constellation de métaphores, dont certaines ont connu, qui étaient très très anciennes, dont certaines ont connu un regain assez étonnant récemment. Il y a la contagion, il y a la gangrène, il y a la corruption, il y a, enfin voilà. Mais il y a aussi des figures qui, elles, sont beaucoup plus guerrières ou stratégiques, l'invasion progressive, alors ça c'est beaucoup appliqué évidemment à l'immigration, à l'islam, etc. Ce qui se passe à travers un burkini sur une plage, un burkini c'est un uniforme d'une société qui nous combat, et de proche en proche, la plage va reculer vers l'arrière et envahir tout le territoire. Enfin, on a des arguments comme ça contre le burkini qui étaient tout à fait de ce type-là lorsqu'avait éclaté la fameuse été de la querelle du burkini, avec des variantes assez, dont certaines ont des effets un peu savants. Alors il y a des images plutôt guerrières, il y a des images empruntées à la mythologie, il y a aussi des images très naturalistes, les effets, quand vous citez un effet, ça a l'air assez scientifique, c'est du quasi-scientifique, c'est naturaliste, l'effet boule de neige, l'effet papillon, ce qui se passe là-bas, quelque part, de façon totalement aléatoire, l'autre bout du monde, peut avoir un effet chez nous. Alors ça, évidemment, c'est des turbulences difficiles à prévoir, et puis le fameux appel d'air dont nous avons déjà parlé. Bon, essayons de regarder un petit peu actuellement dans une partie des débats publics sur l'immigration. Nous avons affaire à une sorte de grand récit migratoire auquel les démographes, les chercheurs, les statisticiens, les économistes, etc., doivent faire face. Ce débat il est partout. Les chercheurs ne sont pas les seuls à traiter de ces questions-là. Nous sommes dans une arène où il y a tout le monde, les essayistes, les journalistes, les polémistes, les associations, les simples citoyens, les blogueurs, enfin voilà. Et donc, on est dans l'arène au lion, si j'ose utiliser cette métaphore. Et qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Alors, je résume un peu le grand récit qui est peut-être beaucoup plus peut se ramifier, peut-être plus complexe. Tous les éléments ne sont pas nécessairement alignés dans ce récit, mais enfin, grosso modo, il y a quand même l'idée que les démographes sont aveugles sur ce qui se passe. Il y a une mise en cause des données qui est très forte. Il y a un procès actuellement de l'INED contre Zemmour, puisque Zemmour accusait l'INED de fausser sciemment les données. C'est quand même une atteinte à l'honneur professionnel qui est forte. Moi, j'en avais été victime moi-même de la part de Zemmour déjà il y a quelques années. Je ne sais pas si un procès est la meilleure façon de réagir, parce que je pense que les procès en diffamation donnent une tribune supplémentaire aux personnes en question, même si elles sont condamnées. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Zemmour, justement. Alors, deuxième thème, depuis 30 ans, alors c'est toujours depuis 30 ans, et il y a eu un assez bel article dans Le Monde il y a quelques années qui faisait le tour de toutes ces expressions. Depuis 30 ans, tout va mal. Depuis 30 ans, donc le discours décliniste se cale sur cette période, mais ça fait 20 ans qu'on dit depuis 30 ans. C'est ça qui est assez amusant, mais 30 ans, ça veut dire beaucoup, quoi. C'est comme 7 ans de malheur ou je ne sais quoi. Bon. Donc la France est incapable de réduire les flux depuis 30 ans, alors y compris sous l'ère Sarkozy. Alors ça, c'est le discours d'extrême droite qui essaie de montrer que Nicolas Sarkozy, qui avait fait des promesses sur le contrôle de l'immigration, n'a pas pu les tenir. Alors pourquoi, comment, est-ce que c'est par incompétence, par faiblesse de la volonté, est-ce que ça passe par trahison, c'est assez intéressant de voir les imputations psychologiques que cette littérature met dans le cerveau de Nicolas Sarkozy. Bon, je crois qu'il a déployé beaucoup d'efforts, mais je me souviens qu'un jour, j'étais à l'Assemblée nationale et je répondais à une demande de convocation des parlementaires, et il y avait Claude Goasguen qui était là. Vous savez que Claude Goasguen, député de Paris, est une des victimes du Covid. Il a disparu il y a 1 an à peu près. Et Claude Goasguen prend la parole et dit « Depuis 30 ans, on n'a aucune politique migratoire. Il n'y a pas de politique migratoire en France. »
Alors là, je lui ai dit, écoutez, je suis un peu surpris quand même, parce que je me souviens très bien qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy avait élaboré toute une politique qui se voulait très cohérente, la politique d'immigration choisie, au lieu de l'immigration subie, la réunion dans un seul ministère, ministère de l'immigration, de toutes les politiques, de toutes les administrations susceptibles de connaître de l'immigration, etc. Enfin, il y avait quand même, il y a eu un effort tout à fait réel pour mettre en cohérence la politique migratoire, etc. Bon, il y a eu ces efforts envers Calais, etc. Et il me répond devant tous ses collègues républicains, « Oh, c'était du théâtre !» Bon, donc j'étais assez surpris, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Donc voilà, alors le scénario ou ce grand récit migratoire explique que non seulement les politiques sont responsables de cette incurie ou de cette impuissance à contrôler les flux migratoires, mais il y a aussi les OI, les organisations internationales, du genre l'ONU, du genre l'OCDE, du genre évidemment l'Union européenne, qui n'a pas une organisation internationale, qui est une fédération, enfin plus qu'une fédération d'États, une alliance. Et donc, il y a la désignation des responsables, parce que c'est toujours le problème. Le même argument peut de temps en temps dire, mais il y a un mécanisme naturel, irrépressible, inexorable, mais en même temps, il y a des politiques qui n'ont rien fait contre, et qui, d'une certaine manière, ont adhéré à cette... Voilà. Et donc, quand il y a à la fois l'idée qu'il y a un processus naturel, mais que quelqu'un le favorise, on a des formules du genre « Angela Merkel a ouvert les vannes ». C'est la combinaison de ces deux arguments. Et donc, la crise des réfugiés, qui a surgi dans les médias en 2015, mais enfin qui s'est manifestée, comme je vous l'ai montré, déjà depuis 2014, c'est une submersion voulue par l'Union européenne, voulue par l'ONU. On en donnera tout à l'heure un exemple. J'avais déjà eu l'occasion d'évoquer ça il y a 2 ans dans mon cours l'année dernière, dans mon cours sur les politiques migratoires. Bien sûr, entre dans ce récit, et il ne faut pas s'en étonner, la violence de l'islam radical, les attentats, tout ce qui évidemment bouleversé l'opinion publique et crée évidemment un sentiment de crainte qui ensuite peut s'étendre, s'élargir évidemment de façon inconsidérée. Mais enfin, on verra tout à l'heure la question de l'amalgame ou pas d'amalgame. C'est quelque chose de... il y a une dimension rhétorique dans cette chose-là qui est intéressante. Et puis, à la fin du récit, il y a l'idée qui est maintenant qui est en vogue, l'idée qu'il y a un remplacement. Alors, il est grand parce que c'est toute une civilisation qui en remplacerait une autre. Hein. Donc, la théorie du grand remplacement, elle a 3 étages. Hein. Elle a une composante qui se veut purement de constat démographique, en comparant les taux de natalité, les pourcentages de personnes d'origine migratoire dans certaines communes, etc. Donc quelque chose qui se veut du constat. 2e étage, c'est un remplacement de civilisation, c'est l'islam qui va supplanter la tradition judéo-chrétienne. Et puis le 3e étage, c'est le complotisme. Tout ça, c'est voulu. Tout ça, c'est voulu. C'est notamment un plan organisé, une submersion organisée par des organisations internationales qui veulent diluer les identités nationales dans un grand cosmopolitisme. On en verra tout à l'heure des exemples. Et donc, du coup, les remèdes, il faut lever tous les verrous juridiques, les conventions internationales, les traités, etc., qui empêchent de stopper les flux migratoires. Il y a aussi l'idée qu'il y a quand même quelques nouveaux venus dont on qu'on ne pourra pas éviter, mais il faudra leur imposer l'assimilation dès le départ. Je rappelle que l'assimilation dans le droit français, ça existe uniquement pour l'accès à la nationalité, mais on ne demande pas l'assimilation pour l'accès au séjour. L'accès au séjour, c'est des problèmes d'insertion, d'intégration, etc. Mais là, et ça c'est une idée qui figurait déjà dans les discours qu'avait fait Nicolas Sarkozy quand il avait commencé sa campagne en 2016, sa campagne de reconquête de la présidentielle. C'est lui qui avait dit, dès l'entrée au séjour, il faut qu'on impose l'assimilation, le devoir d'assimilation, et que les gens s'engagent à s'assimiler. Voilà, c'était un peu Donc j'ai évoqué tout ceci dans mon cours sur assimilation et intégration.
Et puis, mesure drastique, imposer la rémigration que, assez massivement, pour certains partis, repartent, ceux qui n'ont rien à faire chez nous. C'est ça l'idée globale. Bon. Alors, j'avais été frappé, j'ai déjà eu l'occasion de citer cette phrase, la position de Marine Le Pen par rapport à la théorie du grand remplacement. Il y a eu un lieutenant de Marine Le Pen il y a quelques mois qui avait évoqué directement le grand remplacement, et à ce moment-là, les journalistes, à mon avis, en traitant très mal les archives qu'ils pouvaient avoir à leur disposition, se sont dit « Ah ben, il y a un tournant, pour la première fois, le Front National admet la théorie du grand remplacement », puis d'autres disaient « Non, non, Marine Le Pen a toujours refusé cette idée ». On va voir que c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, la ligne de défense de Marine Le Pen consiste à dire « Je ne suis pas une disciple de Renaud Camus, je me contente de regarder la réalité. » C'est l'idée qu'elle interprète directement la réalité, elle restitue directement la façon dont le peuple expérimente ces choses-là, et donc elle ne va pas adhérer à la théorie du grand remplacement. Le concept de grand remplacement, a-t-elle déclaré donc au JDD en 2014, suppose un plan établi. Je ne participe pas de cette vision complotiste. Je pense de manière plus pragmatique que l'immigration est utilisée depuis 30 ans par les grands milieux financiers pour peser à la baisse sur les salaires avec une grande efficacité, si j'en crois les derniers chiffres. Bon, ce n'est pas du complotisme, mais c'est quand même, vous voyez que c'est un peu flou tout ça, c'est quand même une utilisation par une certaine plutocratie, finalement, de l'immigration. Bon. Et plusieurs de ces lieutenants, comme Nicolas Bay, par exemple, expliquaient que le grand remplacement n'était pas une théorie, mais un constat démographique. Il suffit... je n'ai pas besoin, avait dit M. Bay, je n'ai pas besoin de lire les statistiques de l'INSEE, je sors dans la rue, je prends le bus, je prends le métro et je vois ce que je constate. C'est donc un argument qu'on a déjà évoqué. Alors évidemment, si vous faites ça entre la gare du Nord et la gare de l'Est, vous n'aurez pas tout à fait la même vision que si vous vous promenez à Chamonix, par exemple, ou en Vendée, où vous avez 3% d'étrangers et pas 23% comme dans certains départements. Mais le problème, c'est qu'en 2015, quand a surgi la crise des réfugiés, interviewée à ce sujet sur RTL le 4 septembre 2015, Marine Le Pen déclare « L'Union européenne nous avait dit, dans les années 50, qu'elle voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers. C'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies. » Donc là, on est dans les tâches complotistes de la théorie du remplacement, très, très clairement. Et interrogé par des journalistes qui étaient très intrigués, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les années 50 déjà? Les années 50, je rappelle que l'Europe existait à peine. Et on voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers. Bon, j'ai reconstitué, j'ai remonté la filière, et j'ai déjà expliqué ça l'an dernier, donc je fais vite. Mais en gros, 15 ans plus tôt, son père avait déjà fait une déclaration tout à fait équivalente, et cela vient du fameux rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement, qui date de 2000, de mars 2000, et qui donc contenait toute une série de scénarios sur la question de savoir est-ce qu'en misant uniquement sur les migrants, on peut rajeunir la population, rétablir l'équilibre entre les générations. Et à la fin, il y avait un scénario qui n'essayait pas seulement de stopper les baisses de population active ou les baisses de population tout court, mais qui essayait de figer, de bloquer le ratio du vieillissement, le ratio de dépendance ou le ratio de soutien, on peut le calculer. Donc, le rapport numérique entre les générations. Alors ça, c'est impossible, parce que dans toutes les sociétés du monde, la part des personnes âgées progresse partout, y compris en France. On a pourtant un taux de fécondité relativement proche du seuil de remplacement. Donc l'idée qu'on pourrait bloquer le vieillissement au sens démographique du terme, c'est-à-dire l'augmentation relative de la part des personnes âgées, c'est impossible. Et l'ONU avait montré que ce scénario était contrefactuel, qu'il était absolument impossible, en misant uniquement sur des migrants jeunes, de bloquer définitivement le vieillissement, d'empêcher que la part des personnes âgées augmente dans la population. Vous pouvez rajeunir un peu la pyramide des âges à la base,
vous pouvez en quelque sorte, en introduisant des migrants jeunes, vous pouvez corriger rétrospectivement le taux de fécondité des 20 dernières années, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'au sommet de la pyramide des âges, il y a un nouvel étage qui s'est installé, qui est le prolongement de la vie, et qui finalement s'observe partout, y compris dans les pays du Sud, dans les pays en développement. C'est un phénomène absolument général. Donc, mais l'ONU n'avait pas formulé cela avec une clarté extraordinaire. J'ai publié toute une étude dans un recueil consacré à l'irrationalité, publié par l'Académie des sciences morales et politiques, sur cette affaire du grand remplacement. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'après 15 ans de transmission du père à la fille, il y a eu 3 déformations. Vous savez, les messages qui se transmettent comme ça, au bout d'un certain temps, se déforment. Quand elle dit, on nous avait dit dans les années 50, c'était une projection pour les 50 prochaines années, en fait. Il y a une erreur dans la flèche du temps. Bon, elle a peut-être mal lu les notes qui lui ont été transmises. 150 millions d'étrangers, c'était effectivement la toute première version qui avait été publiée par l'ONU, mais ça n'était pas l'Union européenne qui avait dit que, c'était l'ONU qui avait projeté ce chiffre dans ce scénario contrefactuel pour l'Union européenne de l'époque, qui n'avait que 15 pays, et non pas 27 comme maintenant. Donc ça n'était pas l'Europe qui avait décidé que, c'était une projection de l'ONU, puis l'autre confusion, c'est de croire qu'une projection, c'est un projet. Donc prendre une projection pour un projet, prendre le périmètre de l'Europe considéré par l'ONU comme une décision de l'Union européenne, confondre une projection pour les 50 ans à venir avec quelque chose qui serait passé 50 ans plus tôt, enfin, c'est quand même 3 erreurs. Erreur d'acteur, erreur d'action, erreur de temps. Enfin, ça fait beaucoup dans une seule déclaration de 3 lignes. Mais j'avais quand même réussi à reconstituer la filiation directe entre les propos du père et les propos de la fille. Et là, on se dit quand même, voilà un parti qui, depuis des décennies, depuis 30 ans, mais peut-être même plus, se spécialise dans l'analyse du phénomène migratoire. Et comment, enfin, peut-on, avec un tel amateurisme, parler d'un document aussi fondamental que le document de l'ONU sur l'immigration de remplacement, qui aujourd'hui encore est très cité par les milieux d'ultra-droite ou d'extrême droite comme une espèce de caution scientifique à la théorie du grand remplacement. L'ONU avait été un peu imprudent aussi dans la façon dont il avait formulé certaines choses. En tout cas, c'était un raisonnement par l'absurde dont l'ONU disait lui-même qu'il était totalement impossible politiquement. Alors, en 2015, quelques jours après, toujours, le 9 septembre 2015, lors d'un meeting, là, avec des accents dignes de Zola, Marine Le Pen a dit « J'accuse l'ONU, de concert avec la Commission européenne, d'organiser sciemment la submersion migratoire de l'Europe. » Faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés extra-européens sur notre continent, alors bon, 150, 120, bon. Mais l'ONU elle-même a publié plusieurs versions. Mais là, vous voyez qu'organiser sciemment la submersion, c'est la théorie du grand remplacement. Enfin, c'est l'étage complotiste de la théorie du grand remplacement. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et donc, j'ai trouvé que les commentaires un peu filandreux qui ont été publiés il y a quelques mois sur mais est-ce que le Front National a vraiment basculé ou pas dans la théorie du grand remplacement, est-ce qu'il y a une différence entre Marine Le Pen et ses lieutenants, etc. Non, il y a cette idée d'une submersion organisée par les instances internationales qui est parfaitement présente depuis 2000, qui n'a pas bougé, qui a maintenant 20 ans d'âge. Bon. J'avais été intéressé par une réaction d'internautes, parce que déjà, Le Point, en novembre 2014, disait « Mais alors, Marine Le Pen n'adhère pas officiellement à la théorie du grand remplacement, est-ce qu'elle ne risque pas d'être débordée par l'extrême droite ?» Une question intéressante en ce moment. Et là, il y a un lecteur avec un langage assez sophistiqué, enfin une certaine tenue de la rédaction qu'on ne trouve pas toujours, vous le savez, dans les forums des journaux, qui dit « Mais il n'y a pas un complot au sens restreint du terme, un nombre limité d'acolytes
se réunissant en secret autour d'une table pour fomenter une mauvaise action. Vous voyez là, le langage est très relevé. Hein. Mais il y a une connivence extraordinaire entre l'ultra-gauche rêvant d'abolir frontières, passeports et nationalités et la droite mondialiste et ultralibérale souhaitant importer toujours davantage d'esclaves dociles pour pousser les salaires à la baisse. C'est le lobby immigrationniste, c'est pire qu'un complot. J'ai trouvé cette argumentation assez intéressante. Ce n'est pas un complot, c'est pire qu'un complot. Et avec l'idée d'une connivence entre l'ultra-gauche et le monde néolibéral. On trouve des choses assez semblables parfois dans l'œuvre de Saskia Sassen, cette géographe de la mondialisation, qui elle aussi a l'idée qu'il y a une espèce de connivence, c'est-à-dire que les migrants font les efforts extraordinaires pour traverser les frontières, ils sont déracinés par le grand capitalisme à cause des industries d'extraction, à cause des accaparements de terres, à cause de l'écroulement de l'agriculture traditionnelle devant l'avancée du capitalisme, et en même temps, les grandes compagnies internationales dotent les migrants des outils qui leur permettent de traverser les frontières, les téléphones portables, les GPS, etc., etc. Et il y a une espèce de la mondialisation, en quelque sorte, s'effectue par le bas, avec les migrants qui arrivent à traverser les frontières, et puis par le haut, parce que les multinationales passent au-dessus des États, alors que les migrants, eux, passent en dessous, en quelque sorte. Et l'idée d'une connivence, alors c'est compliqué, parce que est-ce qu'une connivence, c'est un complot? Est-ce que autrefois, il y avait l'idée d'une complicité objective ou d'une alliance objective? Vous vous souvenez? C'était une formule qui était assez utilisée dans le langage marxiste, l'alliance objective entre des personnes qui ne sont pas nécessairement, entre des mouvements qui ne sont pas nécessairement reliés. Aux États-Unis, on utilise l'expression bedfellow coalition, l'idée qu'il y a des coalition, qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le même lit sans trop l'avoir voulu. Ils ont participé à une fête, ils sont complètement... et voilà. Et puis au petit matin, ils se lèvent avec un partenaire qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça l'image de la bedfellow coalition qui peut expliquer le vote de certaines lois favorables aux migrants aux États-Unis. Bon. Alors, il y a une analyse intéressante qui est développée notamment par Marc Angenot dans son livre, c'est quel est le genre de raisonnement qu'il y a à la base de ces explications. Et là, on fait appel à une notion qui a été forgée par le philosophe Charles Peirce vers 1900-1901. C'est l'idée du raisonnement par abduction. L'abduction, c'est une forme d'inférence qui n'est ni une déduction, on ne descend pas de la cause aux effets, ou on ne descend pas du général à l'individuel, et ni une induction. On ne remonte pas des effets à la cause, on ne remonte pas des individus au général. Et l'idée, c'est qu'il y a toute une série de choses un peu énigmatiques, des faits isolés, un peu mystérieux, on ne les comprend pas. Mais au fond, il y a peut-être une cause unique à tout ça. Et la cause unique, si elle était vraie, fournirait l'explication la plus simple, la plus plausible. Et il y a un équivalent statistique de ça, c'est ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Donc, et Charles Peirce utilise l'expression du maximum de vraisemblance, et les statisticiens qui ont élaboré des méthodes consistant à dire mais il y a toute une série de facteurs pouvant expliquer un changement de comportement. Et la coalition la plus précise, le dosage le plus plausible de tous ces facteurs pour expliquer le changement de comportement, c'est ce dosage-là. C'est le facteur alpha, le facteur bêta, et chacun précédé d'un coefficient qui mesure sa contribution précise. Donc, ça peut être une source de découverte dans les sciences, dans la phase exploratoire de la science, l'abduction, essayer d'imaginer une cause unique à une série de phénomènes bizarres, eh bien, ça peut aider à faire avancer la science. Mais ensuite, et c'est ça qui est fondamental, et c'est ce qu'explique Claudine Tiercelin, ma collègue métaphysicienne de la science, qui consacre dans Le Ciment des choses, qui est un de ses grands livres, tout un passage à cette affaire,
évidemment, l'abduction dans les sciences, ça fonctionne à condition qu'on vérifie, à condition qu'on teste l'explication, et à condition, comme je viens de le dire, qu'on essaie de séparer, de peser le poids spécifique, comme on dit, qu'on essaie de séparer les effets de chaque facteur au lieu de vouloir les réduire à une cause unique qui attraperait tout d'un seul coup. Et nous avons... L'abduction est un phénomène, un raisonnement fondamental dans bien des sociétés. Mais Marc Angenot, quand lui il parle de l'abduction, ce n'est pas du tout comme pour sa valeur heuristique dans la recherche scientifique, c'est au contraire comme une source d'explication, de raccourcis expéditifs qu'on utilise dans la vie quotidienne, et puis c'est finalement le ressort du raisonnement complotiste. Alors vous voyez comment le même raisonnement par abduction peut fonctionner à la fois comme source de découverte dans les sciences et aliment du raisonnement complotiste. Et l'idée... Alors, Angenot, par exemple, fait référence au livre de Drummond, au livre antisémite de Drummond, La France juive. La France juive, c'est à 80% des reproductions d'articles de journaux. Drummond passait son temps à collectionner des coupures de journaux, et puis rassemblait tout ça, il disait, vous voyez, il y a ceci qui se passe, là, et tout ça, ça a une cause unique, le pouvoir des Juifs, la volonté de domination universelle des Juifs. C'était comme ça que... Donc, il ne s'agit pas de preuves, mais d'une accumulation un peu obsessionnelle d'indices qui se retrouvent comme ça, subsumés sous une cause unique. Et donc, du coup, alors la cause unique peut varier, ça peut être les jésuites, ça peut être les francs-maçons, les juifs, les étrangers, etc., qui sont diabolisés. J'attire votre attention sur le fait que, d'une certaine manière, le diable, c'est une idée complotiste. Satan, c'est une idée complotiste. Il y a l'idée que derrière tous les maux que nous subissons, la mort répétée de mes vaches, la mort des enfants, les catastrophes, les guerres, tout ça, il y a l'action de Satan. Le diable est une idée complotiste. Mais on peut se demander si, après tout, Dieu n'est pas aussi une idée complotiste. Et voilà, je vous laisse rêver à ça. La providence, c'est une idée complotiste. Positive. Enfin, de temps en temps, la providence vous joue des tours. Et voilà, alors les démographes connaissent bien ça, puisqu'au XVIIIe siècle, le pasteur Zussmilch, qui est le fondateur de la démographie allemande, s'interrogeait, se disait, mais enfin, comment Dieu peut-il vouloir que la moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans? C'était la mortalité de l'époque. Dieu est omniscient, omnipotent, et il a dans sa poche tous les taux de mortalité, de natalité possibles, et il en tire, parce qu'il est leibnizien, Dieu, il est optimal, il en tire la meilleure combinaison possible, et la meilleure combinaison possible, disait le pasteur Zussmilch, c'est que ça consiste à faire mourir la moitié des enfants avant l'âge de 5 ans. Comment Dieu, qui est bon, peut-il vouloir ça? Donc, voilà, alors il disait, les desseins de la providence sont impénétrables. Voilà. Et ce qui veut dire, et ça c'est assez intéressant, c'est une petite... je fais des digressions de temps en temps, vous le savez, mais ça veut dire que pendant des siècles, l'Église n'était pas pro-life. L'Église était pro-death. Pendant des siècles, l'Église a parfaitement accepté sans le moindre problème que la moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. En France, sous Louis XV, c'était avant l'âge de 7 ans. À la veille de la Révolution, c'était l'âge de 11 ans. On appelait ça la vie probable, l'âge auquel la moitié de votre génération avait déjà disparu. C'est un indice qui n'est plus calculé aujourd'hui. On a remplacé ça par l'espérance de vie. Eh bien, l'Église, qu'est-ce qui la préoccupait face à cette hécatombe? C'était que les enfants soient baptisés ou à défaut ondoyés, une espèce de baptême simplifié, pour qu'ils puissent rejoindre les limbes. Enfin bon, il y avait toute une... et qu'ils puissent être engrangés dans... mais l'Église ne faisait aucun effort pour lutter contre la mortalité infantile. Elle était même opposée à l'idée qu'on puisse lutter. Ça, c'est quand même important. Donc la Providence avait une curieuse façon de fonctionner, et il faudra attendre un auteur comme Condorcet, d'esquisse des progrès de l'esprit humain, d'une histoire des progrès de l'esprit humain, qui, donc, en 1793, a l'idée qu'on pourrait éradiquer, c'est l'expression qu'il utilise, la mortalité infantile, à coup de médecine préventive et curative. Ce sont les mots qu'il utilise. Et là, il n'y a plus Dieu dans cette histoire.
Il n'y a plus aucune allusion à la théologie. Et le pasteur Zussmilch, qui avait découvert l'ampleur de la mortalité infantile, a publié son livre en 2 temps, il y a 2 éditions. Dans la 2e édition, il dit oui, on peut quand même faire quelque chose. La Providence entrouvre une fenêtre qui nous montre dans quelle direction nous pourrions agir. Donc là, on se situe aux alentours de 1760 par là. Et c'était la révélation des effets positifs de la vaccination par la variole. On s'était rendu compte qu'on pouvait faire plus de guéris que de tuer en inoculant le vaccin. Et les grandes familles royales de toute l'Europe avaient fait vacciner leurs enfants. Il y avait toute une médiatisation européenne dans toutes les gazettes du succès de la vaccination dans les familles royales, et c'est ça qui a fait circuler l'idée que finalement on pouvait agir positivement contre la mortalité infantile et non plus en faire un fatalisme. Voilà. Donc je referme ma parenthèse sur l'idée de la providence ou Dieu comme idée complotiste. Si vous suivez les cours de Thomas Romer, vous verrez que la Bible, c'est quand même fondamentalement l'idée que quand le peuple est battu, que lorsque l'État est détruit par la puissance assyrienne, par les ennemis, etc., c'est que Dieu l'a voulu. C'est un châtiment divin. Et donc, il y a toute une réflexion à faire sur quel comportement nous allons devoir prendre pour nous concilier à nouveau les faveurs de Dieu et rétablir notre situation. Voilà, donc l'abduction, c'est une puissance, un raisonnement quand même très puissant, qui gouverne beaucoup de choses. Il ne faut pas s'étonner qu'elle intervienne dans tous les domaines, y compris la religion. Et puis, il y a l'argument de l'évidence. Les Grecs disaient l'enargeia. Face aux mensonges volontaires pratiqués par exemple par les statisticiens, c'est une idée répandue, à l'aveuglement, à la déraison, etc., finalement on a quand même des ressources simples. On a le spectacle de la rue, ça c'est une source d'information directe. On a le bon sens, n'est-ce pas, c'est toujours disponible. Et puis on a l'empathie, on est capable de se mettre à la place du peuple, et notamment du peuple qui a la fortune de vivre au milieu des immigrés. Et ces arguments-là sont très très utilisés dans le discours ultra actuel, mais ça fait plus de 30 ans que c'est utilisé. Et donc du coup, on se demande quand on lit ces textes-là, finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux supprimer l'INSEE et l'INED, parce que à quoi bon la statistique officielle si la statistique spontanée suffit, Et ça, c'est le grand problème de la statistique, c'est qu'elle a sans cesse affaire à la statistique spontanée. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que maintenant, une partie du public s'informe en démographie, lit les revues démographiques, critique, etc. Et donc les démographes ne travaillent plus devant un public innocent, ils travaillent devant un public qui est déjà imprégné en partie de démographie. Zemmour a des prétentions démographiques, par exemple. Donc, pour le contredire, c'est un peu plus compliqué que si vous aviez juste un cours de démographie à faire devant un public innocent ou béotien. Voilà. Et donc, évidemment, les chercheurs, on pourrait faire des économies en supprimant les chercheurs qui peuplent ces instituts. Ils ne sont pas si nombreux que ça, je vous fais remarquer. Mais bon. L'INED, c'est 50 chercheurs titulaires, pas plus. Voilà. Mais enfin, les gens qui font ça ont quand même besoin d'une ingénierie statistique et ils vont recourir aux sondages d'opinion publique pour lire en quelque sorte dans le cerveau du peuple, parce qu'on a beau se promener à droite ou à gauche, les tendances, par exemple, sont difficiles à identifier. Alors, le réel. J'avais été frappé par cette phrase de Finkielkraut, d'Alain Finkielkraut, qui, je crois que c'est dans l'Identité malheureuse, la gauche a fait cadeau du réel au FN. C'est-à-dire que la gauche a méprisé, a nié les réalités, n'est-ce pas? Et donc, du coup, le Front National s'est emparé de la réalité, puisque le Front National, lui, tient compte du réel et pas la gauche. Alors, du coup, il y a le fameux repoussoir qui est le bobo. C'est cette idée qu'il y a une élite intellectuelle bourgeoise
qui a chassé le peuple, qui a chassé les petits blancs, et cette élite se cloître là. Voilà. Nicolas Sarkozy a beaucoup dénoncé les bobos, c'était un de ses thèmes favoris. Voilà, je ne sais plus trop où il habitait, s'il était dans des... Et il y a l'idée que cette élite, du coup, retranchée, ségrégée, ce qui n'est pas totalement faux, évidemment, est insensible aux souffrances du peuple, et c'est toute la thématique, notamment des ouvrages de Christophe Guilly, géographe, dont les ouvrages sont de plus en plus pamphlétaires à mesure qu'ils se reproduisent. L'idée, c'est que vivre au milieu des immigrés, c'est nécessairement une souffrance. Cette souffrance, elle n'est pas vécue par les bobos, et donc les bobos n'ont aucune légitimité à parler du peuple. Voilà, ça, c'est un argument qui a été assez fort. Et j'avais été très frappé en lisant le livre de Maxime Tandonnet. Maxime Tandonnet, c'était le conseiller à l'immigration et à la sécurité. Il avait les deux fonctions réunies auprès de Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur d'abord, à l'Élysée ensuite. Il a publié un livre qui s'appelle « Au-dessus du volcan », qui raconte ces 5 années de plumes, de logographes à l'INSEE. Au-dessus du volcan, pourquoi? Parce que le président était bouillonnant. J'ai compté dans le livre 80 passages où il y a des formules du genre « le président est furieux, le président tape du poing sur la table, le président est en colère, etc. etc. » Donc ça ne passe de tout repos, effectivement, d'être un collaborateur direct de Nicolas Sarkozy. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Maxime Tandonnet, c'est sa grande capacité à restituer des conversations entières, des prises de décision. C'est un livre plein d'informations. Il y a eu 5 livres écrits par des plumes de Nicolas Sarkozy. Il y a celui d'Henri Guénaud, le moins intéressant de tous, parce qu'il parle de lui-même au lieu de parler de ce qu'il avait pu voir. Et puis il y a d'autres livres, bon, un peu intéressants aussi, mais voilà. En particulier une professeure de lettres de gauche qui se retrouve à l'Élysée pour rédiger des discours de droite, comme le discours de Grenoble, par exemple, enfin, voilà, et qui donc vous raconte tous ces tourments. C'est assez intéressant, mais enfin, c'est pas aussi intéressant et informatif que le livre de Maxime Tandonnet, qui est une source d'information. C'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte, à la page 125, ou je sais pas où, qu'un jour, on parle de moi à Claude Guéant en disant « mais il faut remplacer le directeur de l'INED, il n'est pas de notre bord. Il faut le remplacer par quelqu'un de notre bord. » Bon, j'ai raconté ça dans un livre, je n'y reviens pas. Mais le conseil de Patrick Buisson, c'est très intéressant, on est en pleine actualité. Patrick Buisson, c'est 350, avec 2 ou 3 collègues, sondages faits à l'Élysée. Et parmi ces sondages, donc je n'entre pas dans la question de savoir si l'Élysée aurait dû faire des marchés publics ou pas pour faire ces sondages, ce qui est l'objet du procès qui a lieu en ce moment, je n'entre pas là-dedans. Simplement, je constate que 350 sondages ont été effectués par l'Élysée. C'était une pratique qui avait déjà commencé sous Mitterrand. Et chaque matin, Patrick Buisson arrivait avec les résultats de ces sondages, les présentait au président, c'est la première chose, et ensuite le président rencontrait ses ministres et leur disait « écoute, ça ne va pas du tout, l'opinion publique ne comprend pas ce que tu fais, etc., etc. » Et donc on voit, avec le livre de Maxime Tandonnet, que les 3 ministres de l'immigration ou de l'Intérieur qui se sont succédés, Brice Hortefeux, Éric Besson et Claude Guéant, eh bien, les 2 premiers ont été victimes des sondages qui étaient rapportés par Patrick Buisson au président. Et Patrick Buisson, au moment où la campagne électorale pour la réélection commence, dit « il faut réunir la bourgeoise de Neuilly et la ménagère de la France périphérique contre donc l'ennemi commun qui est le bobo ». Bon, alors, le bon sens est un grand argument utilisé, c'est l'évidence partagée. Nous sommes cartésiens, donc nous pensons que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et c'est quand même un peu compliqué, le bon sens, parce qu'il a plusieurs définitions possibles. Il est évident qu'un scientifique ne peut pas se contenter du bon sens, sinon la Terre serait toujours plate. Bon, ça c'est clair. Et j'aime bien cette phrase de Victor Hugo dans Chose vue, « Galilée, celui qui n'en croit pas ses yeux ». Donc, en fait, la reconstitution du réel, c'est tout un travail de modélisation, bien sûr. Et je rappelle qu'évidemment, la mesure de l'immigration, ce sont des catégories, ce sont des hypothèses, il y a une certaine modélisation
à faire, il y a des doubles comptes ou des triples comptes à enlever, il y a etc., etc. Et puis surtout, il faut pouvoir démêler les différents facteurs qui expliquent les mouvements migratoires. Vous voyez que le bon sens ne suffit pas quand même à remplacer toutes ces opérations intellectuelles qui sont complexes. Alors, est-ce que le logos, est-ce que la démonstration est une affaire d'expérience et de preuve ou d'évidence? Et donc l'évidence, ce n'est pas la même chose que le rassemblement des expériences et des preuves. Il faut relire Descartes sérieusement. Descartes, certes, a dit la chose du monde la mieux partagée, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Les interprétations divergent sur cette phrase. Certains disent que c'est une phrase complètement ironique, que les gens se flattent de posséder le bon sens, etc. Puis d'autres disent non, non, c'est à prendre au premier degré. Voilà. Et on ne sait pas trop bien ce que veut dire le bon sens à l'époque où Descartes utilisait la formule. Donc il y a déjà... voilà. Mais enfin, si on lit attentivement Descartes, il faut le cartésianisme, ça consiste à exercer son jugement, ça consiste à pratiquer une méthode, à pratiquer le doute. Ce n'est pas du spontanéisme, hein, ce n'est pas le bon sens. On ne peut pas se réclamer de Descartes au nom du bon sens. Et là, il y a notamment il y a un livre très intéressant de Rutamossi que je n'ai pas cité, qui est entièrement consacré aux stéréotypes, j'ai oublié de vous le citer tout à l'heure, qui montre à quel point la notion du bon sens, du sens commun, a beaucoup évolué au cours du temps. Quand on lit Aristote, il va de soi que les vérités les plus partagées, mais Aristote oscille aussi avec une autre idée, qu'il y a aussi les vérités auxquelles adhèrent les gens les plus compétents. Donc les vérités les plus partagées sont quand même, ont une légitimité en soi. Et que donc l'orateur ou le rhéteur doit pouvoir miser le plus possible sur ces évidences partagées. Et la notion de lieu commun, de topoi koinoi, le lieu commun en grec, elle était positive, alors qu'aujourd'hui, le lieu commun, c'est négatif. Donc il y a une évolution assez intéressante de la notion de lieu commun qui était positive sous l'Antiquité, qui a été longtemps positive, mais qui aujourd'hui est négative. Et le lieu commun, ça va être des vérités toutes faites, ça va être des stéréotypes, etc. Et vous vous souvenez de la phrase de Roland Barthes qui disait, mais finalement, Aristote, c'est une philosophie des médias, c'est une philosophie de la consommation de masse, enfin, les formules assez méprisantes que Barthes avait adressées à la philosophie d'Aristote, à la rhétorique d'Aristote. Angenot consacre des pages extrêmement intéressantes à la question du bon sens, sans doute les pages les plus approfondies, et il montre sur une série d'exemples que le bon sens des uns, c'est souvent l'absurdité des autres. Et par exemple, si vous prenez le débat sur l'avortement, c'est inconciliable. Hein, les positions sur est-ce que l'embryon est un être vivant ou pas, est-ce qu'on peut, etc. Et donc, ce qui indigne profondément les uns n'indigne pas les autres, et réciproquement. Enfin, et là, ça n'est pas le bon sens qui va permettre de régler une antilogie, une querelle aussi profonde que celle-là. Mais d'une certaine manière, l'immigration, c'est pareil. Est-ce que l'immigration est positive ou négative? On peut effectivement apporter des démonstrations économiques, financières, fiscales, etc., sur le bilan de l'immigration, dont l'OCDE a montré encore qu'il est positif, mais ensuite, si vous entrez dans des questions plus culturelles, plus sociales, etc., là, les opinions sont complètement partagées et absolument inconciliables. Et ça n'est pas le bon sens qui va vous permettre de les partager. C'est une série d'autres considérations. J'arrive bientôt à la fin. Alors, une pratique extrêmement courante, c'est le jugement de folie. Reductio ad dementiam, quand on veut faire chic, argument de l'inanité. Donc voilà, on qualifie l'interlocuteur en qualifiant ses propos de... Alors il y a toute une série de fous, insensés, déments, délirants, etc., puérils, paranoïaques. Enfin, si on réfléchit bien, c'est très difficile de s'abstenir d'utiliser de tels arguments quand on veut terrasser un adversaire. Évidemment, traiter l'autre de fou, ça consiste à le soustraire au champ de la raison ou de l'intelligence. On ne peut pas raisonner avec un fou. Et franchement, quand on regarde systématiquement, on relit les textes à la lumière de ce phénomène-là, on s'aperçoit que c'est pratiqué aussi bien à gauche qu'à droite. Personne n'a l'apanage de ce genre de procédé.
Là, je cite Gilles William Goldsnadel, un éditorialiste du Figaro. Au risque de lasser d'année en année et d'article en article, j'ai soutenu que l'idéologie islamo-gauchisante rendait fous ou stupides ses tenants et tétanisait ou égarait ses victimes. Vous voyez que dès 2016, il y avait déjà un petit ancêtre de l'islamo-gauchisme qui était islamo-gauchisant. L'affaire est plus ancienne que ce que l'on croit. Et Pierre-Henri Taguieff, dans ses ouvrages, utilise beaucoup le jugement de folie. Son ouvrage sur l'imposture décoloniale se termine par un chapitre qui vraiment, phrase après phrase, accuse ses adversaires d'être imbéciles, fous, déraisonnables, etc. Enfin, c'est assez étonnant d'utiliser avec une telle intensité ce genre d'argument. Mais, comme je vous le dis, il y a des exemples à gauche. Là, au moment de la querelle du Burkini, Julien Suodo, qui est un romancier documentariste, avait répliqué à un article de Manuel Valls, et il dit, en gros, alors je résume l'argument, moi j'enseigne à Philadelphie, et là je peux vous dire qu'aux États-Unis, quand on est de loin, d'en haut, toute cette querelle sur le Burkini, on n'y comprend rien, hystérie collective, obsession, hystérie, monomanie, névrose, psychose, solipsisme, c'est du délire. Je cite, tous ces mots figurent dans la tribune de Suodo. Et évidemment, on se demande ce que peut valoir une telle argumentation, qui consiste à dire ils sont fous, et donc il n'y a plus à débattre. Voilà. Alors évidemment, il y a le procédé consistant à dire quand on voit les choses de loin, de haut, depuis les États-Unis, on est impartial, on est dans la position du spectateur impartial. C'est le procédé des lettres persanes. Mais en fait, c'est quand même... ce n'est pas pour autant qu'on peut traiter de fous ceux qui ont le malheur de ne pas penser comme vous. J'ai cité, mais je crois l'avoir fait dans un des premiers cours, là je n'ai pas vérifié, toute une série de formules consistant à dire que l'accueil en France de 24 000 demandeurs d'asile en 2 ans, c'est de la folie, disait Nicolas Sarkozy, que le système de quotas d'accueil d'immigrés pour les pays qui refuseraient une sanction financière, c'est insensé, que l'accord Merkel-Erdogan levant l'obligation de visa pour les migrants turcs, c'est une folie, que l'accueil de réfugiés syriens décidé par les Canadiens, ça c'est Marine Le Pen, pure folie, etc. etc. Donc la vitesse à laquelle on taxe de fou, on soustrait au domaine de la raison l'adversaire est tout à fait sidérante. Voilà. Et puis je vais terminer sur un autre argument qui est assez utilisé, qui consiste non pas à vous exclure du domaine de la raison, mais à vous exclure de la nation. À dire que je ne peux pas discuter avec vous parce que vous n'êtes pas digne d'appartenir à la nation, vous la trahissez, alors c'est toute la thématique de l'anti-France, de la haine de soi, etc. Et on a du coup cette affaire assez intéressante, assez étonnante, qui est l'outrage au drapeau. On n'avait pas d'outrage au drapeau ou à la Marseillaise dans notre droit. Les États-Unis n'en ont pas non plus. On peut brûler le drapeau sans aucun problème aux États-Unis. Et donc là, je vous rappelle la chronologie. Il y a eu le fameux match France-Algérie où une partie du public avait sifflé la Marseillaise. En 2003, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, on va dire que je parle beaucoup Nicolas Sarkozy. Bon, je ne sais pas spécialement, mais c'est une incarnation contingente de quelque chose qui le dépasse. Voilà. Il crée le délit d'outrage au drapeau ou à l'hymne national lors des événements réglementés par les autorités publiques. Et 7 500 € d'amende, 6 mois de prison si c'est commis en réunion, donc dans un stade par exemple. Le Conseil constitutionnel valide, mais le Conseil d'État, en 2011, lorsqu'il y a des décrets sur le montant des amendes, etc., sur leur application, dit attention, cette loi ne s'applique qu'aux troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publique. Mais on peut tout à fait lacérer le drapeau tricolore, on peut brutaliser la Marseillaise dans le cadre d'une œuvre de l'esprit, sachez-le, qui comporte une dimension politique, artistique ou philosophique. Conclusion, siffler les symboles de la nation dans un stade n'est pas joué, mais les railler en grappe est permis. Voilà. Et
je vais peut-être m'arrêter là et reprendre la suite, puisque la suite, ça consiste à traiter la question qui avait été abordée par Chaim Perelman de les arguments de dissociation, ça n'a rien à voir avec les arguments de liaison, tout se tient. Je vais vous parler et de l'application de ça à la question migratoire. Merci pour votre attention.